Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Vous êtes éparpillés à travers le monde. Il y en a qui viennent de se réveiller, d'autres sont encore en pleine soirée, d'autres c'est tard la nuit. En tout cas, nous sommes ensemble pour une analyse. Aujourd'hui, c'est le 19 juin 2018. Nous allons parler du processus électoral, notamment de certains détails de la visite de M. Corneille Nangaa aux États-Unis. Nous allons aussi parler de la démission de M. Jonathan Sekemavinga, qui est directeur du Centre national de traitement de la CENI. Ce sont là les deux événements majeurs dont nous allons parler. Ensuite, si nous avons le temps, nous allons aborder d'autres sujets, notamment la visite de M. Cheo Kitundu en Angola, à Libreville. Voilà. Mais tout de suite, pour respecter notre tradition, nous allons reconnaître les 10 premières personnes qui se sont connectées à Anglo-Congo pour le direct d'aujourd'hui. Nous avons la première personne, M. Emmanuel Ngoy, la deuxième personne, M. Ferley Lumbala, la troisième personne, Philippe de Consassao. Merci beaucoup. Vous êtes qu'à 3 en ce moment. Je comprends que nos amis de l'Europe, pour la plupart en ce moment, sont en train de dormir. Il fait tard, mais nous n'avons pas voulu attendre qu'ils se réveillent pour que nous puissions commencer ce direct. Ils vont nous prendre en différé. Alors, nous sommes focalisés ces derniers temps sur la visite de Corneille Nangaa. Je vous ai dit, il avait amené la machine à voter aux États-Unis parce que cette machine aux États-Unis, ça ne passait pas. Et lui, il a amené ça pour aller faire la démonstration, montrer combien cette machine est bénéfique pour le bon déroulement du scrutin du 23 décembre de cette année. Il a rencontré des personnalités aux États-Unis là-bas. Et vous savez, Nangaa, lui aussi, a un lobby qui travaille pour lui. Alors, nous sommes tombés sur un article qui donne plus d'informations sur le séjour de Nangaa. Premièrement, Nangaa était au département d'État. Ensuite, il a été voir Madame Nikki Haley à New York, donc la représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies. Vous connaissez Madame Nikki Haley, c'est elle qui avait fait la visite au mois d'octobre de l'année passée, et c'est grâce à sa pression que Nangaa avait annoncé les élections pour le 23 décembre de cette année. Et vous le savez que Madame Nikki Haley a toujours été un peu, elle est réticente vis-à-vis de la machine à voter. Voilà, alors, nous en savons un peu plus. J'ai des amis qui ont rencontré Nangaa aux États-Unis, qui m'avaient donné quelques bribes d'informations, qui cherchaient à savoir exactement ce qu'il était parti faire. Nous savions qu'il a, au centre de son voyage, c'était convaincre les officiels américains sur le bienfait, le bien fondé de l'utilisation de la machine à voter. Mais maintenant, nous sommes tombés sur un article où Nangaa s'est exprimé. Effectivement, il a dit que non, il avait rencontré Nikki après avoir été au département d'État. Il a dit à Nikki Haley, sans machine à voter, eh bien, les élections n'auront pas lieu parce que ça va prendre beaucoup de temps, donc elles n'auront pas lieu à la date prévue du 23 décembre. Alors, les journalistes lui ont posé la question de savoir si Kabila allait se représenter. Nangaa dira non, si Kabila devrait se représenter, il allait d'abord modifier la constitution. Donc Kabila ne va pas se présenter. Il est clair par rapport à ces éléments qu'on va aller aux élections sans Kabila, mais ils tiennent que la machine à voter fasse partie de l'équipement que la CENI va utiliser ce jour-là pour le scrutin. Nous avons parlé longuement de cette machine. Nous avons même contacté certains politiciens
de premier plan pour leur dire que vous devez faire très attention. L'enjeu, c'est cette machine-là. Vous laissez la machine, c'est un dauphin de Kabila qui sera élu. Que l'opposition soit unie ou pas, vous laissez cette machine-là le jour des élections, c'est un dauphin de Kabila qui sera élu. Donc, on aura la formule Poutine-Medvedev. Donc, on aura Kabila qui sera, je ne sais pas, président du Sénat, premier ministre, peu importe, hein, chef d'état-major, mais au moins, c'est lui qui aura l'effectivité du pouvoir, même si ça sera derrière les rideaux. Alors, Nanga, il a pour argument, c'est gagner le temps et la taille du bulletin. Et c'est ce qu'il a dit là-bas aux États-Unis exactement. Il dit, en 2011, effectivement, on avait des gros bulletins. Mais avec cette machine, on a un petit bulletin. Et lui ne veut pas qu'on appelle ça machine à voter. Lui, il appelle ça, c'est une imprimante, tout simplement. Ça sert à imprimer un bulletin de petite taille. C'est beaucoup plus pratique. Et l'électeur peut aller mettre ça dans l'urne. Mais avec des gros bulletins, c'est-à-dire il faudrait augmenter les volumes des urnes. Deuxième chose, il dit, ça fait gagner du temps aux opérations d'élection de ces jours-là. Oui, c'est bien beau de dire que c'est une imprimante. Effectivement, c'est une imprimante. Mais au-delà d'être une imprimante, nous l'avons dit et nous continuons à le dire encore, cette machine est connectée à un réseau, à un network dont la centrale se trouve quelque part. Nang avait dit ouvertement un jour que le dépouillement que l'on fera, ça sera à partir des données qu'on aura obtenues de la machine à voter. Donc, lui appelle ça imprimante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pratiquement? Parce que je l'ai suivi, vous venez, avant même que vous mettez le bulletin dans l'urne, vous aurez déjà voté sur la machine. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est la machine à voter. Lui, il refuse. Mais en réalité, ce que vous faites là, voter, c'est venir parmi plusieurs candidats, vous choisissez un, c'est celui-là votre choix, et vous déposez le nom de votre candidat dans l'urne. C'est ça, voter. Or, toute cette opération de voter, ce n'est pas sur l'écran de la machine à voter. Vous allez faire votre choix en appuyant sur la photo, l'effigie du candidat et son nom pour la présidentielle législative. Ensuite, quand vous terminez, la machine vous demande de bien vérifier si vous avez choisi la personne vraiment qui correspond à votre choix. Alors, si vous répondez oui, la machine vous propose d'imprimer votre choix. Vous imprimez et un bulletin sort déjà avec votre choix. Donc, le vote est déjà fait au niveau de la machine. Le vote est déjà fait au niveau des... Donc, la machine vient remplacer l'homme qui écrit. Hein, lui-même avec sa main, il regarde sur la liste des candidats, il choisit, il met le nom. De toute façon, c'est celui qui vient voter. À partir de la maison, il connaît déjà le nom de son candidat. Il connaît déjà le nom de son candidat. Il écrit lui-même et il termine, pendant qu'il est dans l'isoloir, il va déposer dans l'urne. Maintenant, la machine à voter, c'est comme quelqu'un qu'on vous a imposé dans l'isoloir. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit seulement vous qui écrivez, mais vous partagez toutes vos informations sur votre choix avec la machine à voter qui doit certainement avoir une mémoire et qui est connectée à une centrale. C'est-à-dire quand vous faites le choix là, il y a quelqu'un qui peut être quelque part, il est en train de voir. Pour ceux qui sont connectés à l'Internet, si vous avez votre service, la compagnie qui vous connecte à l'Internet, c'est le service provider. Si vous avez des difficultés et que vous n'arrivez pas à vous connecter
hein, sur l'Internet, vous n'avez pas les réseaux, quand vous appelez la compagnie, ils vous donnent un code. Et par ce code, ils vous demandent l'autorisation s'ils peuvent entrer dans votre ordinateur. C'est-à-dire, et à partir de là, moi, je suis dans un pays, mais les techniciens qui entrent dans mon ordinateur, il est en Inde. Un jour, j'ai appelé, il était en Inde, à New Delhi. Donc, je parle avec quelqu'un qui est à New Delhi. Il me dit, bon, voilà, est-ce que tu m'autorises d'entrer dans... Je l'ai autorisé. Donc, il était en train d'écrire des choses que moi, je voyais, que lui aussi voyait sur son écran là-bas, mais à partir de l'Inde. Pourquoi? Parce que mon ordinateur, qui est une machine, était connecté à un réseau, et lui, c'est la centrale. Lui, il était à la centrale. Donc, il peut changer des choses, écrire certaines choses qui ne sont pas de ma volonté à partir de là. Voilà l'essentiel, c'est là où résident les dangers de cette machine. Pourquoi je dis les dangers? Jusqu'aujourd'hui, Nanga n'a pas permis aux experts britanniques, nous l'avons dit, nous continuerons à le dire, aux experts britanniques d'aller inspecter ces machines, voir s'il y a possibilité de tricherie. Ces techniciens, ces experts étaient venus à RDC sur demande de la CENI, après que la CENI a eu des entretiens avec la ministre britannique chargée des affaires africaines. Ils se sont mis d'accord sur le nombre, la date. Ces messieurs viennent de Grande-Bretagne, ils se pointent. Nanga refuse. Il dit il ne faut pas qu'ils touchent aux machines. Maintenant, il prend les mêmes machines, il l'amène aux États-Unis. Je vous ai dit donc, nous venons de lire cet article-là. Il dit ceci. Les Américains lui ont dit qu'il courait les risques, ça ce sont les propos de Nanga, il courait le risque d'être sanctionné. Il dit si vous me sanctionnez, qu'est-ce que ça va changer? Voilà, c'est un peu fondamentalement ce qu'il a dit, que si on les sanctionne, ça ne va rien changer. Alors, Nanga, l'autre fois nous l'avons dit, il a demandé aussi de l'aide financière aux États-Unis pour que les partenaires viennent en aide au gouvernement congolais. Pendant ce temps, à Kinshasa, on affirme haut et fort que toute l'opération électorale, tout le processus est financé en fonds propres, c'est-à-dire c'est de l'argent sorti du trésor du trésor public congolais pour financer les élections. Parce que, disait-il, c'est une question de souveraineté internationale, de souveraineté nationale, et qui ne voulait pas que les étrangers s'impliquent financièrement dans les processus électoraux, de peur qu'ils puissent influencer les processus et que quelqu'un de leur choix devienne président. Alors, maintenant que Nanga va aux États-Unis, Lambert Mende qui rabat les gens les oreilles avec des bruits, nous sommes souverains, il menace les gens. N'a-t-il pas su que Nanga allait aux États-Unis si réellement leur gouvernement est souverain, que la RDC est souveraine? Pourquoi Nanga va-t-il d'abord s'expliquer aux États-Unis? Parce que souvent, ils critiquent les opposants, les gens de la société civile quand ils vont là-bas. J'ai suivi une émission de M. Jean-Marie Kassamba avec M. Monjolo, un autre kabiliste, M. Freddy Moulumba. Ils étaient en train de dire que non, la RDC fait l'objet d'un complot, ce sont les Américains qui veulent déchirer le pays, tout ça. Mais quand Nanga part là, aux États-Unis, en amenant la machine à voter pour aller expliquer là-bas, pour avoir les quitus, ça ne blesse pas les sentiments nationaux? Ce n'est pas une trahison? C'est la question que je me pose. Donc, ils sont dans les mensonges. Les Américains sont déterminés que les élections aient eu lieu, d'après cet article. Je vais le traduire et le publier, disons, dans une heure après l'émission, ou bien même 30 minutes après. Ils sont déterminés que le 23, il faut qu'il y ait élection.
ils ont dit ceci. On ne peut pas suspendre tous les pays à la volonté d'un seul homme. Donc, il faut qu'il y ait élection. Mais l'Église catholique avait demandé, en faisant d'ailleurs une concession, parce que l'opposition refuse ces machines. M. Félix Tshisekedi, qui était dernièrement en Afrique du Sud, M. Jean-Marie Kassamba, avec sa chaîne Télé 50, a laissé entendre comme si M. Félix Tshisekedi était d'accord avec l'utilisation des machines à voter. Sur son Twitter, M. Félix Tshisekedi, qui est le président de l'INEPES, a complètement démenti les propos de Télé 50. Que pour M. Tshisekedi, il est hors question d'utiliser les machines à voter. Mais les catholiques sont venus avec une solution. Ils ont dit, bon, après tout, on a sorti l'argent de la caisse de l'État, des millions, pendant qu'il y a des gens qui sont impayés, pour aller acquérir ces machines. Et je vous épargne combien de voyages Nanga a fait. Nanga a fait beaucoup de voyages à travers le monde, toujours au nom de ces élections. Le tout dernier qu'il a fait, c'est aux États-Unis. Mais il a été plusieurs fois aux États-Unis. Nanga a dû payer des lobbyistes américains qui travaillent pour faire passer sa tricherie, que les officiels américains acceptent ça. Et combien de gens de la CENI, des cadres, sont allés en Corée du Sud? Plusieurs fois. Jusqu'il y a quelques jours, il y avait une cinquantaine de techniciens de la CENI qui étaient en Corée du Sud. Tout ça, c'est l'argent de l'État. Tout ça pour faire passer cette tricherie. Alors, M. Nanga a été au département d'État, a été voir Niki. Il dit, sans machine, donc il n'y aura pas élection à la date prévue. C'est-à-dire qu'il y aura glissement. Je vous ai dit que M. Raymond Tshibanda avait demandé aux Américains, Raymond Tshibanda, ancien ministre des Affaires étrangères, qui est maintenant envoyé spécial de M. Kabila aux USA. Il est devenu pratiquement permanent là-bas. Avait demandé au Conseil national de sécurité des États-Unis, pas de l'ONU mais des États-Unis, qu'il y ait un glissement. Ceux-là avaient refusé, ils ont dit le 23, il faut qu'il y ait élection. Et ils sont tombés d'accord, bon, il faut qu'il y ait élection. Mais il n'y avait pas d'accord sur l'utilisation des machines à voter. Pendant que ces choses se passent, nous avons eu un audit dont on ne sait pas ce qu'on va en faire, les résultats de cet audit-là, avec un surplus d'électeurs fictifs en millions. On parle de 8 millions. Quand M. Nanga a été interrogé par M. Roger Moutou de la Voix de l'Amérique et M. Eddy, toujours de la Voix de l'Amérique, quand on lui dit que l'OIF a découvert un surplus d'électeurs fictifs, Nanga dit une phrase, il dit non, c'est l'OIF qui a avoué, plutôt, c'est la CENI qui a avoué à l'OIF qu'il y avait un surplus d'électeurs dont on ne trouve pas les empreintes digitales. Mais très vite, il minimise ça en disant que non, ce n'est pas obligatoire qu'un électeur ait l'empreinte digitale. Moi qui vous parle, je suis allé à Kinshasa et je suis allé au bureau de vote pour vous dire aujourd'hui toute la vérité. J'ai parlé avec les agents de la CENI au bureau de vote là. J'ai même les numéros des responsables du bureau où j'étais parti. J'ai vu comment les opérations se déroulent, parce que j'étais parti intentionnellement pour voir. Vous ne pouvez pas, l'empreinte digitale, vous ne pouvez pas vous en passer. Parce que déjà au niveau de l'empreinte digitale, il n'y a pas moyen qu'il y ait
doublons. Nous sommes allés, nous avons fait exprès, quelqu'un s'est fait enrôler, après quelques jours, donc 2 semaines, nous sommes rentrés et la personne a dit non, j'ai perdu ma carte de lecteur. Ils lui ont dit ah non, on peut faire une autre, machin, moyennant, machin, tout ça. La personne s'est arrangée, on a fait ça. Maintenant, pour faire ça, quand il a mis sa main pour comprendre l'empreinte digitale, non, quand il a donné, on a pris ces détails, donc les noms, lieux d'origine, machin. Dès qu'on a essayé de faire entrer ça dans la machine, le système a répondu que cette personne était déjà enrôlée. Et immédiatement sur l'écran, l'empreinte digitale de la personne est sortie et sa photo. C'est à ce moment-là que j'avais compris que avec l'empreinte digitale, il est en tout cas quasi impossible, au moins d'aller détruire ça. Hein, vous pouvez mettre votre main, les doigts sur le feu, mais avec l'empreinte digitale, c'est impossible, quasi impossible qu'on ait des doublons. Ce n'est pas tout le monde qui ira détruire ces empreintes. Je m'étais dit, ah, sur ce point ici, donc, c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant qu'on ait des gens enrôlés qui n'ont pas d'empreinte digitale, c'est-à-dire que ces gens-là, pendant l'enrôlement, c'est des gens qui n'existaient pas. On a ajouté, on a introduit dans les systèmes. Maintenant, quand il y aura vote, comment ça se passe? Parce que j'ai fait une formation des élections, le processus électoral. C'était une formation organisée pour des jeunes au niveau du département d'État. Je m'étais enrôlé. Je ne suis pas, normalement mon âge ne me permet pas, mais je m'étais arrangé pour que je fasse ça. C'était online. J'ai fait ça, on m'a donné un certificat. Pendant l'enrôlement, avec ce système-là, il est difficile d'avoir des doublons. Mais comme ils s'étaient réservés des électeurs fictifs, comment est-ce qu'ils vont exploiter ça? Prenons Matata Mponyo, parce qu'apparemment c'est lui le dauphin de Kabila. Hein, tous les signes l'indiquent. Si Matata Mponyo, pour être élu président de la République, prenons qu'il a 20% des votes en sa faveur. Prenons M. Félix Tshisekedi, il a 22%. Ça fait 42%. Prenons M. Vital Kamerhe. Il a aussi 22%. Donc nous avons 42 plus 20, ça fait... nous avons 44 plus 20, ça fait 64. Maintenant, le reste ici de voix, c'est dispersé entre... Quelqu'un à 10, quelqu'un à 3, quelqu'un à 4, tout ça. Matata Mponyo qui a 20, Vital Kamerhe qui a 22, Félix qui a 22, évidemment, il y aura des différences, hein, ça sera un chiffre décimal. Maintenant, si Matata, ici, dans ce cas de figure, Matata Mponyo est éliminé. Mais comme il est éliminé, donc éliminé avec des voix des vrais électeurs, on va prendre les 8 millions de fictifs, on lui ajoute, il dépasse les autres, il gagne les élections. Donc, avant même qu'il n'aille aux élections, il a déjà des gens qui ont voté pour lui. Mais ces gens-là n'existent pas. C'est les voix qu'on a créées. Donc, il a déjà une avance. C'est-à-dire, Matata Mponyo, comme disent les chrétiens, lui ne va pas combattre pour la victoire. Il a déjà la victoire dans sa poche. Si je peux utiliser cette expression-là. Donc, voilà le jeu qu'il y a ici. Et Nanga a tout fait. Hein, il a dit non, c'est pas grave, même s'il n'y a pas ils n'ont pas d'empreinte digitale, ce n'est pas grave. Non.
C'est très grave. C'est très, très grave. Alors, cette machine, c'est elle qui contient la victoire des kabylistes qu'on veut nous imposer. Mais Dieu merci, parce que nous autres, nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'agir, de voyager même. Hein? Je vous ai dit, j'étais au bureau de vote à Kinshasa 2 fois. Je vous ai dit, après cela, je suis allé aux États-Unis dans une réunion sur la RDC. C'était une réunion très stratégique. Je contacte des partenaires et je vais me battre. Je me donne pour défi par la grâce de Dieu. Je vais me battre. J'ai un contact. Je vais me battre pour donner mon point de vue sur la machine à voter à un expert américain qui travaille aussi pour les élections en RDC. J'ai des amis qui ont des entrées là-bas. J'avais démontré que la première entorse, c'est qu'on viole les principes secrets du vote. Le vote doit être secret. Pourquoi la machine à voter doit avoir la primeur de l'information sur la personne que l'électeur va voter? Et pourquoi il a refusé que l'on fasse les contrôles techniques sur ces machines? Monsieur Nanga, avec sa réponse à Nikki Haley, voilà leur attente secrète, bien qu'ils ne le disent pas. Ces gens ne veulent pas aller aux élections vraiment. Mais ils ont 2 plans. Si les Américains les coincent, donc ils vont aux élections, quelqu'un d'autre va remplacer Kabila, mais de leur camp. Mais si les Américains disent « Ah, il faut quand même qu'on ait des élections transparentes, parce que si elles ne sont pas transparentes, hein, il y aura de l'instabilité. » Donc, glissons. Ça, c'est l'autre plan. Or, en glissant, c'est Kabila qui reste au pouvoir en attendant qu'il trouve une autre formule. Hein, parce que Kabila et son camp sont en train aussi de prier qu'il y ait même une catastrophe naturelle au Congo. Comme ça va justifier que les élections ne se tiennent pas. Donc, dans tous les cas de figure, ce qu'ils ont amené comme solution, c'est toujours créer des problèmes. Ils ont déjà bloqué ce processus-là, que les opposants soient unis ou pas. La victoire est déjà du côté du dauphin de Kabila. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que les Américains ont accepté les machines à voter? Là, ça nous fait entrer dans notre deuxième sujet, la démission de M. Jonathan Seke Mavinga. M. Jonathan Seke Mavinga n'est pas n'importe qui, c'est un cadre de la CENI, c'est un directeur au Centre national de traitement. Nous avons tiré cette information des Jeunes Afrique, c'est une information que notre compatriote Kibangula a publié, Trésor Kibangula, vous savez, il est journaliste à Jeune Afrique, souvent il passe sur TV5 et RFI parler de la politique à RDC, donc c'était Mwana Mboka. Lui et les organes de presse ont eu l'information que M. Jonathan Seke Mavinga a démissionné de la CENI. Quand nous parlons du Centre national de traitement de la CENI, traitement des données, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme nombre d'électeurs, hein, des gens qui sont à l'âge de voter, les gens qui sont enrôlés, hein, par le nombre de circonscriptions, tout ça, c'est ces messieurs qui gèrent ça. Il est stratégique, Jonathan Seke Mavinga. Alors, je vais vous lire l'article pour éclairer votre religion, comme ça nous allons faire l'analyse. Cet article a été publié hier le 18 juin 2018 à 17h11, heure de Paris évidemment, parce que le siège des Jeunes Afrique se trouve à Paris.
Le titre, élection à RDC, démission surprise du directeur du Centre national de traitement de la CENI. Les rumeurs n'ont cessé de se propager ces dernières semaines autour du sort de Jonathan Seke Mavinga, directeur du Centre national de traitement de la CENI à RDC. A-t-il démissionné de son poste ou a-t-il été contraint à le faire et pourquoi? Ça, c'est Trésor Kibangula qui se pose la question. Maintenant, il essaie de nous répondre. Il ajoute une autre question. Où est passé Jonathan Seke Mavinga? Après démission, où est-il passé? Il continue. À la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, personne ne sait où se trouve aujourd'hui son désormais ex-directeur du Centre national de traitement. L'expert électoral et diplômé en génie informatique se trouverait aux États-Unis selon des indiscrétions. C'est au conditionnel, mais il avait posé la question où est passé M. Seke Mavinga. Ce qui est vrai, il n'est pas visible à Kinshasa. Alors, selon certaines indiscrétions obtenues par Trésor, ces messieurs seraient aux États-Unis. Nous avons parlé avec quelqu'un qui est bien informé, qui est aussi aux États-Unis, qui nous donne beaucoup d'informations, toujours vraies, je dis bien toujours. Et il nous a dit clairement que le monsieur était, lui, la dernière information qu'il avait eue, le monsieur était dans l'avion, il avait quitté la RDC pour l'étranger. Je continue la lecture. D'après nos informations, ça c'est Jeune Afrique, Corneille Nangaa, président de la CENI, a pris acte de la démission de Jonathan Seke Mavinga le samedi 9 juin à Kinshasa. Le samedi 9 juin à Kinshasa, c'était avant le voyage de Corneille Nangaa aux États-Unis. Parce qu'aussitôt que Corneille Nangaa est arrivé aux États-Unis, nos sources nous ont informé qu'il était aux États-Unis. Donc, le monsieur avait démissionné avant que Nangaa ne se rende aux États-Unis. Avant de s'envoler pour Washington, ça, Jeune Afrique l'a dit aussi, il a notamment eu des entretiens au département d'État. Nous l'avions dit, et maintenant c'est confirmé, au sujet de la machine à voter. Un exemplaire de cet enjeu controversé a même été présenté à ses interlocuteurs américains, acteurs politiques, ONG et aux médias. Nous vous avions dit dans des émissions passées que Nangaa avait amené la machine, il était en pleine campagne, il était parti vendre les biens fondés de cette machine, les bénéfices que le processus électoral va en tirer en RDC. Mais à Kinshasa, nous continuons la lecture, mais à Kinshasa, aucune information n'a filtré entre-temps sur cette démission surprise du directeur du Centre national de traitement. Structure qui compte quelques 120 agents et est chargée, cette structure est chargée entre autres, de la centralisation, du traitement et de la consolidation des données biométriques au sein de la CENI. Je vous ai dit, c'est les centres qui traitent les données. Ce manque de communication officielle a rapidement laissé place à des rumeurs dans les officines des partis politiques, voire dans les couloirs des représentations diplomatiques sur place. La CENI a pris la précaution de ne pas divulguer l'information, mais comme toujours, rien ne se cache sous le soleil. L'information s'était répandue, les représentations diplomatiques étaient au courant et les partis politiques. Mais je crois, ça c'est ma conviction, les représentants diplomatiques étaient au courant avant les partis politiques. Je crois. Je vous dis ça, j'ai travaillé dans une ambassade d'un pays occidental en Afrique. Une question, je continue la lecture, une question de perte de confiance. Certains soutiennent que Jonathan Seke Mavinga a été poussé à la démission. D'autres ajoutent qu'il lui serait reproché d'avoir remis aux experts de l'Organisation internationale
de la francophonie, les fichiers électoraux contenant 6 millions d'électeurs inscrits sans empreinte digitale ou empreinte partielle. Je vous ai dit, rentrez dans la vidéo où Nang a dit non, ce ne sont pas les experts de l'OIF qui ont découvert les électeurs fictifs, mais c'est plutôt la CENI qui a avoué. Mais pourquoi la CENI allait attendre que l'OIF vienne pour que la CENI avoue qu'il y a des fictifs? Rentrez dans le meeting de Sainte-Thérèse d'Ndjili, de M. Félix Tshisekedi. Il dit quoi? Il dit que nous sommes, malgré l'audit qu'on a fait, non, le nettoyage, pardon, malgré le nettoyage qu'on a fait, parce que Nang avait fait un nettoyage où il avait déjà écarté un certain bon nombre de millions de gens, Félix dit, malgré le nettoyage qu'on a fait, on nous apprend qu'il y a encore à peu près 8 millions d'électeurs fictifs. La vidéo, si vous rentrez dans la vidéo, vous allez entendre cette déclaration-là de Félix Tshisekedi. Et puis, pour ajouter, même M. Kamere l'a dit, qu'il ne faisait pas confiance aux machines à voter et qu'après le nettoyage, il fallait, pas seulement lui, donc lui et Félix et Maman Bazaïba, pour être correct, il demandait un audit indépendant. Quand l'audit a été fait, parce que nous sommes en politique, au moment de la publication donc, des conclusions de l'OIF, les représentants des partis politiques avaient refusé de signer, de cautionner, d'endosser les conclusions de l'OIF. Pourquoi? Il y a eu marchandage. Il y a eu des choses que Nanga ne voulait pas que ces choses-là soient dites dans les conclusions du rapport de l'OIF. Vous voyez par exemple l'OIF souligne qu'il y a des fictifs. Mais l'OIF dit que ce fichier est recommandable, que ce fichier répond aux standards internationaux, mais il est perfectible. On a joué avec des mots. On a joué avec les détails. Les diables se cachent dans les détails. Les partis politiques de l'opposition, il faut les rendre honneur ici, parce qu'on a souvent des gens dans la diaspora qui sont assis confortablement chez eux, qui ont tendance à critiquer. Moi, j'ai été au Congo, moi, je ne parle pas seulement. Je suis allé voir sur place au Congo, je me rends compte qu'il y a des gens qui font des sacrifices. Il y en a qui trahissent, mais il y en a vraiment qui font des sacrifices. Et nous devons avoir la culture d'encourager les gens. Quelqu'un a dit, plusieurs personnes ont abandonné de faire des biens parce que personne ne les encourageait. Ici, je voudrais rendre vraiment un honneur, un hommage aux partis politiques, l'IDPS, les MLC, l'INC et la plateforme Ensemble et certains acteurs de la société civile. Ils avaient refusé de cautionner les rapports de la CENI, plutôt de l'OIF. Pourquoi? Parce que la CENI a dit la vérité, mais la CENI a pris aussi des choses venant du côté de Kabila pour mettre ça dans leurs conclusions. Et pour preuve, je vous ai dit que jamais après la publication des conclusions de l'audit de l'OIF, même pas la France n'a jamais salué le travail de cet audit. Jamais. Alors, nous continuons la lecture. Une dernière hypothèse catégoriquement rejetée par la CENI. Rien à voir avec l'audit du fichier électoral, jure-t-on, dans l'entourage de Corneille Nangaa. C'est-à-dire, ils sont en train de nier que la démission de M. Jonathan Sekemavinga était liée au fait que ce dernier avait remis à l'équipe de l'OIF les fichiers contenant des électeurs fictifs. Moi, quand on parle sans empreinte, c'est-à-dire c'est des gens qui n'existent pas. L'enrôlement, j'étais là. Pour se faire enrôler, vous devez être présent. Or, quand vous êtes présent, à moins que vous soyez un handicapé physique qui n'a pas des mains, mais en tout cas, on prenait les empreintes.
Je suis allé là-bas par 2 fois. J'ai parlé avec quelqu'un de la CENI, de ce bureau-là. Et j'ai parlé avec d'autres gens, bien sûr. J'étais parti, au fait, pour enquêter sur ces histoires-là. Bon, maintenant, dans sa lettre de démission, nous continuons la lecture, datant du 9 juin, et que Jeune Afrique a pu consulter, Jonathan Seke Mavinga évoque en effet son état de santé qui ne lui permet pas d'être efficace et de donner un bon rendement à son poste de directeur informatique de la CENI. Jeune Afrique a la copie de la lettre. Jeune Afrique donne des détails. Je suis tenté de dire que Jeune Afrique a eu à parler avec Jonathan Seke Mavinga, mais Jeune Afrique se donne l'obligation de ne pas le dire. Parce que il me semble que Jeune Afrique en connaît beaucoup plus, donne des détails qu'on ne peut obtenir que si vous êtes en contact, ou bien soit avec Mavinga ou son entourage. Voilà ce que Jeune Afrique ajoute. C'est surtout une question de perte de confiance, précise-t-on du côté de la CENI. La CENI insiste que c'est surtout une question de perte de confiance suite à quel acte, suite à quelle trahison. Jeune Afrique ajoute, mi-avril, de retour d'une mission à Abuja, au Nigeria. Dans un direct, je vous avais parlé qu'il y avait une grande réunion à Abuja des commissions électorales du monde d'ailleurs, à Abuja. Et le représentant de AIFS, qui est une organisation américaine qui s'occupe des élections et de la démocratie, avait pris la parole là-bas. Et j'avais fait la lecture du discours de ces messieurs-là sur l'utilisation des machines à voter. J'avais traduit ça en français et j'ai fait la lecture sur le direct comme je suis en train de faire la lecture de cet article. Mais à l'époque, quand nous avions consulté les documents et la liste, nous n'avions pas vu la CENI. Mais ici, on est en train de nous dire que Nanga était là-bas et M. Mavinga aussi était à cette grande réunion qui s'était tenue au Nigeria. M. Mavinga avait accompagné Nanga au Nigeria. Après, quand ils sont rentrés, par la suite, Nanga s'était envolé, c'est-à-dire à partir du Nigeria, Nanga s'était envolé pour Dallas, aux États-Unis, une visite privée sans autorisation de son patron. M. Mavinga s'était envolé pour Dallas, aux États-Unis, pour une visite privée, sans que Nanga lui ait donné l'autorisation. Donc, nous comprenons que ces gens de la CENI, surtout les directeurs, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de la hiérarchie, qui sont soumis, en cas de déplacement, ils doivent avoir une autorisation. Mais pourquoi, si ça fait partie réellement de la réglementation de la CENI, pourquoi Jonathan Seke Mavinga, qui était parti avec Nanga à Abuja au Nigeria, n'avait pas pris le soin d'informer son patron? Parce qu'ils étaient à deux à ce jour là-bas. Pourquoi il ne l'avait pas informé? C'est très important. Parce que savait-il qu'il va refuser? Pourquoi refuserait-il s'il y avait une raison valable? Quel était l'objet de la visite de M. Seke Mavinga réellement aux États-Unis? Question mark. On dit privé, mais nous ne savons pas. Nanga en a alors informé le bureau de la CENI qui a exigé des explications, voire la révocation de Seke Mavinga. Donc, Seke Mavinga a été révoqué pour faute grave, donc pour manque de confiance. Ce dernier, donc Seke Mavinga, présentera d'abord des excuses pour son départ précipité aux États-Unis, soutenant qu'il ignorait qu'il lui fallait une autorisation préalable de sa hiérarchie. Ça trouble. C'est un directeur. À ce poste-là,
quand on vous emploie, on vous dit directement quelles sont les conditions de votre travail, les droits que vous avez, vos tâches, hein, et les obligations. Ça fait partie de votre contrat. Alors, continuons la lecture. C'est lorsqu'il regagne Kinshasa, début mai, qu'il annonce son intention de démissionner. D'autres directeurs de la CENI sur le départ, ça c'était un sous-titre, problème, la CENI ne pouvait se séparer de son directeur du centre de traitement alors que l'audit de l'OIF est pendant. Suite à la démission ou à la révocation, parce qu'ici on parle des deux, la démission est un acte volontaire. Hein? Vous vous désengagez de votre emploi, mais ici on parle tantôt de la révocation par faute grave. Et en tout cas, selon toute vraisemblance, ça, à mes yeux, ça paraît que c'est une révocation. D'autres directeurs de la CENI, hein, ont aussi démissionné, demandé de quitter leur poste. Et Nanga aurait décidé de temporiser. Hein? Comme on dit en lingala, Bochana Bale Nase. Zela Zela. Une fois les conclusions satisfaisantes de cet audit, pourquoi ces gens-là voulaient partir? Parce qu'ils ont dit qu'on ne pouvait pas révoquer leurs collègues pendant que l'audit de l'OIF est encore pendant. Hein? C'est-à-dire, on n'a pas encore fini de parler, d'avoir une conclusion définitive de cet audit de l'OIF. Une fois les conclusions satisfaisantes de cet audit ont été rendues publiques, l'option a été levée d'accepter sa démission, conclut notre source au sein de la CENI. Ce départ n'a aucun impact sur le processus électoral. Ah, c'est-à-dire que la démission aurait pu avoir lieu juste après quand lui avait remis le fichier aux gens de l'OIF, mais, et puis même les autres directeurs. Alors, on a dit d'abord que les autres, non, voilà, non, pour éviter la confusion, l'autre était déjà parti. L'autre, lui, non, il est parti le 9 juin. Mais les autres, quand ils avaient appris que leur type-là va partir, donc c'est que ses collègues avaient demandé que non, que nous aussi nous puissions démissionner. On leur a dit, attendez qu'on publie tout sur les conclusions de cet audit. Voilà, c'est ça. D'après nos informations, le remplacement de Jonathan Seke Mavinga pourrait coïncider avec l'éviction de 4 ou 5 autres directeurs de la CENI. Ah, on est grave. Donc, Borwana, excusez-moi que je parle un peu en lingala, parce que beaucoup de gens m'ont dit en français. Donc, Borwana, CENI, ils n'ont pas de secret. Ça, je vous dis, hein, retenez ça. Cela se fera pour des raisons opérationnelles. Nous sommes au moment du processus électoral où nous avons besoin d'un nouvel esprit, un nouveau souffle, confie un membre de l'entourage du président de la CENI. Je vous ai dit, quand il était là aux États-Unis, là partout il est passé, hein, il y a nous avons des contacts. Lui-même, à un lieu, il a dit, nous faisons face à une sérieuse difficulté. Et un ami qu'il avait rencontré, il m'a dit, dans son body language, hein, dans son expression corporelle, faciale, machin, je voyais que le monsieur n'est pas à l'aise. C'est comme s'il a des problèmes. Et puis, quelqu'un qui était dans son entourage aussi va dire quelque part qu'ils sont en face d'une très grande difficulté. C'est-à-dire pendant leur mission. Ici maintenant, je vais faire un lien avec l'interview de Nanga, ses déclarations dans ce journal américain-là. Ça date
il y a quelques heures qu'on a publié cette interview. Monsieur Nanga, qui avait amené la machine aux États-Unis pour convaincre, il pensait qu'il va convaincre. Il pensait que les Américains allaient découvrir cette machine. Nous sommes dans les hypothèses maintenant. Soit les Américains se sont procurés la machine dans un autre pays où on avait utilisé les machines, notamment en Irak, et puis dans un pays de l'Amérique latine, et puis il y a un pays d'Asie, ici c'est Kurdistan, soit à partir de la compagnie Miru System, ou alors, M. Jonathan Seke, son voyage de Dallas, c'est le jour que cette machine-là n'avait plus de secret et beaucoup d'autres informations concernant la tricherie. Nang, en allant aux États-Unis, on lui a certainement opposé certaines vérités qu'il cachait par rapport à la machine, par rapport à l'enrôlement. C'est ce qui justifie la difficulté à laquelle il a fait face, que je rentre un peu parce que je ne vous ai pas tout dit sur ces propos. Je suis en train de lire ça en anglais, en même temps en train de traduire. Quand on lui a dit par exemple que, il a dit à Nikki, I told Nikki Haley, no voting, no machines. Donc il a dit à Nikki Haley, pas de machines, non, pas de machines à voter, pas d'élection en décembre. Et il a dit à Nikki, s'il n'y a pas d'élection en décembre, qui sera blâmé? Alors, Nikki lui a dit que ces machines, cette technologie, la population, des millions de Congolais ne sont pas familiers avec cette machine. Et ça fera que les résultats qui seront issus de cette machine, parce qu'il s'agit de ça, ne pourront pas avoir la confiance de la population. Alors, Nanga dira que Nikki est en train d'empirer les choses sur base d'une information incorrecte. Alors, Nanga dira aussi que non, on lui avait menacé en disant, en cas de glissement, je vous ai dit que leur vraie attente, c'est le glissement. C'est-à-dire aller montrer, bon, sans machine. Et ici, je dois féliciter Syndicat Dokolo. Dans une interview, lui, il avait déjà relevé ça. Il avait dit que Kabila est en train de nous amener dans une affaire. Si vous refusez la machine, donc il y a glissement. Mais il ne dit pas que je cherche les glissements. Mais les Américains, connaissant la vraie intention de Kabila avec cette machine, ils ont dit à Nanga, s'il y a encore un retard, toi personnellement tu seras sanctionné. Je vous ai dit que la liste des gens qui seront sanctionnés, parce que la série a commencé avec les compagnies liées avec Dan Gatler. Je vous avais dit avant qu'il y aura d'autres sanctions. Et des sanctions taf, beaucoup plus sévères, qui vont même, si on ne fait pas attention, ce qu'ils ont prévu, ça dépendra du comportement de Kabila. Cette fois-ci, ça va toucher même les membres de sa famille. Alors, on a dit à Nanga, pas question, les élections, c'est le 23. Maintenant, on lui a signifié
que le Congo est un grand pays, il y aura 90 000 bureaux de vote avec de nouvelles machines. Pourquoi nous aurons 90 000 bureaux de vote? Le découpage que Kabila avait fait, le découpage territorial, découpage à Salisaka, à Katiba province et commune à province 7. Ce découpage a fait qu'on a multiplié les bureaux de vote. Parce que des lieux qui n'étaient pas des circonscriptions sont devenus des circonscriptions. Donc c'est quelque chose qui était bien étudié, même dans le découpage, c'était en fonction, il y a glissement. Donc on aura 90 000 bureaux de vote à travers le pays, et puis on aura de nouvelles machines. Ensuite, il y a les security challenges, donc les défis sécuritaires, particulièrement à l'Est. Tout ça, ces tableaux ici, ça prouve que Kabila ne fait pas d'élection. Je vous ai dit que même l'argent, il n'a pas donné assez. Pour chaque période, il devrait, je prends un exemple, je n'ai pas les chiffres en tête aujourd'hui, il devrait par exemple donner 60 millions de dollars pour tel trimestre. Lui, il donne 35 millions. Mais le déficit là, la différence là, ça aura un impact sur l'organisation des élections. Maintenant, l'article conclut en disant personne ne s'est jamais posé la question quel rôle va jouer l'armée et les services de sécurité pendant les élections. Rentrez dans mes directs, je vous ai dit que l'armée, la police, l'ANR, pendant les élections jouent un rôle. Et d'ailleurs, quand l'OIF est allé faire l'audit, on a cherché à savoir quel est l'effectif réel de notre armée. Pourquoi? Parce que la CENI devrait prendre la précaution. On a cherché l'OIF et les délégués des partis politiques de la société civile voulaient savoir si les militaires et les policiers ont été enrôlés, parce qu'ils ont été enrôlés. Or, pour qu'ils ne soient pas enrôlés, il a fallu que la CENI ait les données, une banque de données des militaires, c'est-à-dire leur nom, leur numéro mécano, leur emplacement, pour que chaque fois qu'un militaire vient en tenue civile pour se faire enrôler, donc dès qu'il va mettre, il va donner son nom, ou bien il met l'empreinte, parce qu'il peut changer de nom, mais dès qu'il met l'empreinte, on peut voir que non, ces messieurs étaient déjà enrôlés. C'est-à-dire qu'au niveau de l'armée, où ils ont des données biométriques des militaires, tout ce qu'on devrait faire le gouvernement, c'est de donner à la CENI, partager avec la CENI cette information, de telle sorte que s'il y a des militaires qui viennent se faire enrôler alors qu'eux, ils sont apolitiques, ils sont pas, ils peuvent pas élire et ils sont pas éligibles, donc ils peuvent pas venir se faire enrôler. La CENI a dit non, nous n'avons pas ces données. J'imagine que ça doit être, messieurs, ce nouveau héros, Jonathan Sekemavinga. Parce que c'est lui qui gère les données. Donc la question ne pouvait que lui être posée. Voilà les tableaux que nous avons. Maintenant, je sais qu'il y a des questions. Je vois déjà des questions que je rentre vers des commentaires et des questions. Si nous aurons le temps, nous allons parler d'autres choses. Ah, il n'y a pas de questions. Tout le monde aujourd'hui a bien compris. Merci beaucoup. Même pas de commentaires. Hein. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et ici, je voudrais confirmer les propos de l'information que nous a donné notre ami Anthony de son père. Lui, dans les directs derniers, il m'avait dit que la mission de NANG aux États-Unis était un échec. Donc, avec cette information de ce journal américain,
Anthony, je confirme ce que tu m'avais dit dans les directs de la fois passée. Bon, les gens ne font que me saluer. Bonjour, bonsoir à vous tous. Voilà. Alors, maintenant que moi-même je pose une question. Avec ce tableau, allons-nous réellement vers les élections? Le 23, c'est possible. Première tentative de réponse, c'est possible. Mais, certainement, on va faire pression que la seule solution, ici je suis très réaliste, c'est de permettre aux experts britanniques d'auditer ou d'inspecter ces machines. C'est la seule solution. En dehors de ça, ça sera la tricherie. Or, les Américains ne veulent ni Kabila, ni son dauphin. C'est clair. Si lui ne donne pas l'accès aux techniciens britanniques et autres qui peuvent s'ajouter, ça sera, dans ce cas-là, on va régler l'affaire d'une autre manière. Donc la crise va s'empirer parce que je peux vous dire, j'ai parlé avec un acteur de premier plan qui m'a dit, pour eux, un acteur politique, il est hors de question d'accepter les machines à voter. Bon, c'est vrai que peut-être qu'ils sont en train de mettre la barre très haut, mais si il y a des techniciens britanniques, des techniciens congolais de la société civile, des techniciens des partis politiques, ensemble, comme ils avaient fait avec l'audit du fichier, ils vont là-bas inspecter ces machines. À ce moment-là, on pourra se dire, bon, on va aller avec ces machines, dépendant des résultats, parce que l'Église catholique dit qu'il faut qu'il y ait un consensus sur l'utilisation des machines. Pas question d'imposer ça aux gens. Voilà la seule possibilité. Il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils vont me parler inbox. Ce sont des informations sensibles. Nous avons fait 1 heure déjà passée. Je peux prendre 15 minutes. Ah non, quelqu'un a écrit, il n'y aura rien de bon qui sortira de Kabylie, car sans la force, ça c'est ancien ITC. Hein? Il dit, sans la force, hein, ils ne partiront pas car ils savent très bien auquel Congolais votera pour eux. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Parce que même sans machine à voter, ne vous trompez pas. Au Togo, il y a quelques années, j'ai un ami togolais, quand il me parle des élections chez eux, et lui aussi, il est très intéressé avec la politique de chez nous. Il était d'ailleurs hier ici. Il me dit, au Togo, les militaires et la police commis au bureau de vote, surtout dans les bastions de l'opposition, ils avaient pris après le vote, ils ont pris les caisses où il y avait des bulletins dans les urnes. Ils ont amené ça dans les camps militaires. Là-bas, ils ont changé de voie. Et puis, ils ont amené à la CENI, leur CENI. Et on a publié, et Adema Fils a gagné les élections. Donc, nous avons affaire des gens, la race des Kabila, là. Hein, c'est des gens, il a déjà commis trop de crimes. Comme on dit à Lingala, donc, il est là, il attend, bon, non pas parce que c'est un homme fort, non, tout simplement parce que sa seule issue, c'est rester au pouvoir. En dehors du pouvoir, malgré ce qu'on lui dit, il sait qu'on va l'arrêter. Même après 5 ans, même après 10 ans, lui, on va l'arrêter. Voilà. Donc là, on a eu seulement une seule personne qui a commenté. Quelqu'un m'a dit inbox, bon, let me go there. Je ne vais pas citer son nom. Ah oui, ça, merci mon frère. J'ai déjà vu, j'ai déjà d'ailleurs pris la photo, tout ça. J'ai vu
Donc, on ne va pas en parler, sinon on risque de nous précéder. Donc, on est sur ces traces. J'ai la promesse de quelqu'un qui va me donner aussi des informations, mais on ne peut pas tout dire ici. Tu comprends? D'ailleurs, tu as bien fait de m'envoyer cette information inbox. Voilà, chers amis, aujourd'hui, notre analyse avait tourné autour de ces deux points. Les divers, bon, je vous ai dit que bon, les gens m'ont posé beaucoup de questions sur l'affaire de Moïse Katumbi avec son passeport. Voilà ma position. Moi, je considère que Moïse est victime. Hein, sur cette question. Pourquoi? Le passeport est un droit pour tout citoyen congolais. Moïse est allé à l'ambassade de la RDC pour chercher le nouveau passeport. Il a fait la demande, il n'a jamais eu de réponse. J'ai suivi Ndeko Eliezer avec un cadre des ministères, quelqu'un du cabinet des affaires étrangères. Il a dit qu'eux n'ont jamais eu le dossier de Moïse Katumbi. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous allez pour avoir le passeport. Bon. Dans chaque ambassade, on vous dit ça ne se traite pas ici. Hein, les visas ou bien les passeports pour les Congolais qui ont déjà une autre nationalité, on vous dit que ça ne se traite pas ici. Mais je dois vous dire, moi j'avais fait l'expérience, je ne peux pas vous donner les détails. Je suis allé dans une ambassade en Europe cherchant le visa. J'ai vu des gens qui devraient aller au Congo parce qu'il y avait deuil ou bien une maman avait sa mère qui était malade. On l'a fait attendre alors qu'elle avait tout payé. Finalement, sa maman est morte. Elle est venue pour dire, Karma, remboursez-moi mon argent. Je ne parle plus parce que ma maman est déjà morte. Ils ont dit non, on ne rembourse pas. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui voyagent, qui viennent de l'intérieur. On leur disait non, le problème ce n'est pas ici, ça traîne à Kinshasa. Alors, il est arrivé que bon, je connaissais quelqu'un dans cette ambassade-là. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi j'ai traîné ici. Je n'habite pas l'Europe. L'argent, mon budget est déjà consommé sérieusement ici parce que j'ai prolongé le séjour ici. Comme la personne me connaissait, il me dit, ah non, c'est à Kinshasa qu'on va traiter. J'ai dit, non, c'est pas possible. Après, bon, j'ai vu son chef. J'ai dit, je dois te voir. Voilà ma situation, ça. J'habite très loin d'ici, très très loin. Il me dit, c'est vrai. On monte au bureau, la personne prend le téléphone, appelle les subalternes. Il dit, Bossa est là, Moutoutel. Il donne le nom d'une dame qui avait reçu la recommandation du ministre des Affaires étrangères, chez Okitundu, et mon nom. Quand je sors là, on me dit, ah, Yobeta Tour, Soy Batubasili, Oyanza, passeport, on a visa. Mais vous m'avez dit que Bachak a Kinshasa. Comment se fait-il que dans minute mouké? Maintenant, pourquoi ils m'ont dit Beta Tour? Parce que si les autres, parce que quand ils me répondaient là, il y avait d'autres Congolais. Si les autres se rendent compte que tout ce qu'ils disent là, c'est du mensonge, les gens vont s'énerver et ça peut, parce qu'il y a eu même des troubles là-bas après moi. La police était venue. Dans les ambassades là, il y a des passeports dans les ambassades. Mais ils disent toujours, ah non, ils ont dans le Congo, machin. Il y a des passeports. Les visas, on les délivre là. Ils n'ont pas voulu donner à Moïse Katumbi un autre passeport. Sans raison. Mais non, Moïse Katumbi, s'il a falsifié, ce qui est possible, hein, parce que c'est la version des autorités belges. Et puis vous savez, dans son entourage, il y a des gens qui ont un certain passé dans les histoires de falsifiés. S'il a falsifié, mais c'est parce qu'il était contre. Je ne soutiens pas ça. C'est illégal. Il aurait dû informer les autorités belges que voilà ma situation. Le gouvernement de mon pays m'empêche d'entrer en possession du nouveau passeport. Et ça, il a des gens assez intelligents, des gens qui ont été dans l'administration, dans les gouvernements autour de lui.
certains seraient des avocats, c'était la démarche simple. Voir les autorités belges pour leur dire, voilà, je n'arrive pas à avoir un nouveau passeport et vous pouvez deviner, c'est parce que j'ai un problème politique avec les pouvoirs en place. Les autorités belges allaient trouver la solution conformément à la loi belge. Qu'au lieu d'aller falsifier les passeports en ajoutant une page, ça c'est la version belge, parce que c'est eux qui ont inspecté les passeports. Mais là-dedans, il y a des zones d'ombre. Moïse a fait beaucoup de voyages. C'est un personnage qui ne peut pas passer inaperçu. Comment il sortait, comment il rentrait, même en Israël, vous savez, l'État hébreu, en Israël, en Israël. Donc, si c'est falsifié, ils sauront. Vous pouvez jouer avec d'autres pays, mais pas Israël. Il revenait d'Israël, tout ça, machin. Bon. À vrai dire, moi, je vois qu'il y a un problème politique autour de cette affaire. Je ne vais pas faire des spéculations, mais je vois un problème politique. Ah, il y a eu d'autres gens qui ont commenté. Voilà. Maintenant, Philippe de Concession me dit, est-ce que la fuite de Jonathan, les opposants ne peuvent pas profiter de cette occasion pour les localiser? Ça sera une occasion pour montrer à la face du monde que la machine à voter ne doit jamais être utilisée. Comme on dit en anglais, just wait. Attendez. Bon, d'abord, traiter avec des opposants, il faut faire très attention au Congo là. Très, très attention. Parce qu'autour de tous les opposants sérieux, il y a des gens, des informateurs de l'ANR. Et ils le savent. Vous devez prendre des précautions quand vous avez des confidences à donner aux leaders politiques congolais. Surtout si vous êtes sur place au Congo. Il y a des canaux sûrs qu'on doit vous présenter parce que bon, la plupart de ces gens-là, ceux qui sont autour des opposants, c'est des gens qui sont beaucoup sont dans la misère. La misère qui est généralisée, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Alors, l'ANR est autour de ces gens-là, tout ça, essayer d'obtenir des informations et faire les recoupements. Monsieur Jonathan Sekemavinga, c'est qu'il a les postes qu'il occupait, c'est un poste très stratégique. Les informations qu'il connaît, s'il commettait l'erreur et qu'il y a une moindre fuite, là, on vous tue dans la maison ou je ne sais pas, ça sera comme un assassinat, comme si les Koulouna sont venus comme par hasard, mais en réalité, on vous élimine. Donc, monsieur Seke, c'est un informaticien. Aujourd'hui, il n'avait pas besoin seulement de voyager, mais il peut peut-être, ici nous sommes dans la spéculation, mettre des histoires dans un disque bien là, une mémoire, ou bien transférer ça directement à partir du Nigeria. Après, il va sur place expliquer une possibilité. Une possibilité. Donc, il va aux États-Unis, il explique tout ça. Bon, c'est à partir de là que peut-être les opposants peuvent obtenir. Mais ce que tu dis, ils peuvent les localiser s'ils veulent, s'ils cherchent. Parce qu'ils se trouvent sur la planète Terre. Il n'est pas sur la planète Mars. Ils peuvent les retrouver. Et il y a des indices. Alors, il y a des gens qui le connaissent bien. Donc, nous avons mené une petite enquête pour voir, machin, mais on n'en parle pas. Alors, certainement, ils ont des informations. Mais où est-ce que M. Félix Tshisekedi, comment il avait su qu'il y avait encore 8 millions de machins? Bon, même M. Vital Kamerhe, apparemment, il avait des informations. Voilà ce que je peux dire. Et il y a d'autres gens qui ont des informations, mais tout n'est pas à dire sur la place publique parce qu'il y a la vie des gens. Il n'y a que toi qui as l'information. Dès que ça sort, mais c'est toi d'abord qui sera visé.
Donc voilà, c'est des choses qu'on traite avec beaucoup de précautions pour ne pas exposer la vie de beaucoup de gens. Alors, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus de questions. Je suis en train de faire la dernière ronde. Il y en a d'autres qui m'envoient dans inbox. S'il vous plaît, inbox, je dois vous dire la vérité. Beaucoup de gens m'écrivent inbox. Je ne saurais pas répondre à tout le monde. J'ai choisi, je regarde. Bon, il y a des gens qui te donnent des informations générales. Ça, c'est des choses connues. Moi, je suis un chasseur d'informations. Ne m'amenez pas des informations qui sont déjà sur le net. Non. Mettez-vous en tête que moi et mon équipe, nous connaissons de ça. Mais si vous avez une information rare qui n'est pas connue, là, vous pouvez m'envoyer. Ceux qui me demandent, vous êtes où? Tout ça, ça, ce n'est pas important. Je ne le dirai pas, à moins si je fais confiance à quelqu'un. Je suis très, très ouvert. Donc, je ne veux pas exposer certaines personnes au Congo ou bien moi-même, tout ça. Non, je ne le dirai jamais. Ce n'est pas aujourd'hui aussi que je vais montrer ma face. Je montrerai ça plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Restons en contact. Si vous avez des infos très utiles, envoyez-nous. Nous autres qui prions, continuons à prier. Tout ça, moi je mets aussi, c'est la combinaison de la prière qui mobilise certaines personnes. Finalement, ils sont convaincus. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur de l'homme pour qu'il vous publie qu'il fasse une telle chose. Ok. Bye. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bye.